Nous avons le premier e-residency webinaire en langue française. Je m'appelle Mats Kouskema, je suis chef de stratégie commerciale dans le team d'e-residency. Avant de présenter notre conférencier, Bertrand Dour, j'ai quelques annonces à faire. Après la présentation, il y aura une session de questions-réponses. Si vous avez des questions, veuillez écrire les questions dans l'onglet Q&A. I will also say a couple of things in English. If you, in case you have any questions specifically to your residency team, please, if you write them in English, so we know they're for us. Also, just some general announcements. We obviously have a similar situation going on here in Estonia as there is in France and many other countries. So we hope all our communities safe wherever you are. But in case some of you have problems picking up your e-residency card, please write to respective embassy, and they can keep your card longer than the 6-month period. And also, in case you have your e-residency card expiring soon, then there's another option for you. You can download an app which is called Smart ID. And essentially, with this app, you can operate, once you register it online to your device with your e-residency card, then you can use that to also sign documents, to access databases, and so on. So that's another option for you. Also, our support channel is working normally. So even though some of you, whatever questions you might have, you can always write to them. And if some of you can't leave your house, you can still technically start a company online if you have an e-residency card already there. About our speaker today, Bertrand Dour, very happy to have you with us. Always very interesting discussions, and I know you've worked for at least in 10 different countries, so you probably have many business tips to give to our viewers as well. So we're really looking forward to interesting discussions. Thank you very much, and I'll stay here for any questions, and write in English, please, if you have questions to ask. Thanks a lot. Bonjour à tous. Merci Mats pour l'introduction et bonjour à toute la communauté de résidents francophones et merci à la résidence d'avoir permis aujourd'hui de se retrouver. Donc moi c'est Bertrand, donc j'ai commencé mon aventure avec la résidence à la fin de l'année 2016, au début de l'année 2017. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme le disait Mats tout à l'heure, j'aime travailler dans tous les pays, j'aime me déplacer et je ne trouvais pas de solution qui me permette effectivement de travailler complètement de façon digitale en me déplaçant. Et comme c'est écrit dans l'introduction aussi, à la base, je suis un surfeur et j'adore surfer, donc j'aime bien travailler depuis les plages. Pourtant, mon métier n'est pas nécessairement adapté au travail depuis une plage, puisque je travaille dans la transformation d'organisation, le conseil d'organisation et notamment les grandes entreprises comme les banques, les assurances, la pharmacie, le médical, etc. Aussi bien en France, mais en Angleterre, en Suisse, jusqu'en Russie, en allant aussi en Afrique, au Maroc. Et ce que j'ai trouvé intéressant et pourquoi aussi j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que la e-résidence déjà m'a permis de pouvoir me déplacer. Donc, je trouve que dans ce contexte de coronavirus, on a une chance, nous, en tant que e-résidents, une chance assez unique et extraordinaire, c'est que les opérations de nos entreprises, à savoir tout le système de comptabilité, gestion administrative, continuent de fonctionner parce qu'on bénéficie dans la résidence de services digitaux. Et ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de unique et génial parce qu'on bénéficie d'un système aujourd'hui qui, lui, ne s'est pas arrêté et continue de fonctionner comme avant. Ce que je dis beaucoup à mes collègues avec qui je discute, c'est intéressant parce que dans cette période spéciale de crise et de pandémie de coronavirus, ma vie aujourd'hui, elle n'a quasiment pas changé. Je continue à travailler avec les mêmes clients parce qu'ils sont habitués à ce que je travaille avec eux à distance. Mon entreprise continue de s'opérer comme avant parce qu'effectivement, avec la e-résidence et les service providers de la e-résidence, tout continue de fonctionner et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, ce que j'aurais souhaité partager avec vous, et n'hésitez pas à poser des questions, à discuter dans le chat, je l'ai sur le côté, donc je vois, vous pouvez interrompre et poser des questions, même pendant que je parle, hein, je m'arrêterai et je traiterai les questions. Bonjour à Gilles déjà. Du coup, pour
l'e-résidence aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Ben, tout d'abord, déjà, d'avoir une entreprise qui peut se déplacer dans tous les pays du monde, de pouvoir bouger et d'avoir cette liberté de mouvement. Alors aujourd'hui, la liberté de mouvement, on l'a plus, mais ça m'a aussi permis autre chose. À partir du moment où j'ai pu me déplacer, bouger et rester sur des plages, surfer depuis les îles Canaries, surfer depuis Osgore et continuer à travailler avec des clients qui pourtant à la base n'acceptent pas le travail à distance ou ont du mal à travailler à distance, ça m'a forcé à repenser la façon dont j'allais travailler. C'est-à-dire comment j'allais accéder à mes clients, comment j'allais échanger avec eux, comment j'allais leur fournir cet échange de valeur en les convainquant qu'effectivement, à distance, on peut avoir une relation qui est au moins aussi bonne que celle qu'on a quand on est colocalisé. J'ai Florian qui me demande comment as-tu géré ta notion de résidence fiscale en ayant mon entreprise estonienne. Comme ça, je pourrais répondre à la question de la fiscalité parce qu'effectivement, on en discutait avec Mats tout à l'heure. La fiscalité, pour moi, c'est quelque chose de particulier. J'ai donc appelé tout simplement le Trésor public pour demander comment gérer la situation. Et en fait, je me trouve dans une situation où, effectivement, j'ai une fille qui vit avec sa mère en Allemagne. Moi, je me déplace presque la moitié de l'année. Je suis locataire dans un appartement à Paris. J'ai mes clients partout en Europe et mon entreprise en Estonie. Ce qui fait que le Trésor public français m'a dit que je ne pouvais pas bénéficier d'un régime de résident fiscal français. Donc, Florian, je pense que mon cas, il est un peu particulier. J'aurais bien aimé avoir plus d'insight, mais quand on m'a dit qu'en fait, je n'avais pas droit au régime de résident fiscal français, ça a résolu un problème, bien que, je ne vais pas cacher, ça m'en a posé d'autres. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande je souhaite facturer la Russie et Singapour et faire verser un salaire en France. Alors, effectivement, facturer la Russie, c'est pas évident. Moi, justement, je travaille avec des clients qui sont en Russie, mais j'ai la chance que ces clients-là soient aujourd'hui des clients internationaux. Donc, j'ai travaillé dans les pays en zone non-Europe ou des pays un peu plus compliqués, comme effectivement la Russie, qu'avec des entreprises qui étaient internationales. Donc, en général, je facture une de leurs filiales qui se trouve soit dans une zone Europe ou soit dans un pays où c'est plus simple de facturer. Moi, aujourd'hui, mon compte en banque, c'est simple, hein, je l'ai chez LHV et puis j'ai un deuxième compte en banque chez TransferWise. Et avec les deux, aujourd'hui, je m'en sors très bien. Pour les coûts fixes chez LHV, comme je suis aussi chez Xolo pour la partie gestion de mon entreprise, aujourd'hui, il me semble que c'est 2 euros pour la carte plus 20 euros de non-résident, mais on a un remboursement de 10 euros parce qu'il y a un partenariat entre Xolo. Donc, c'est quand même assez peu cher pour TransferWise. Ça dépend en fait du cours des devises et de ce qu'on fait avec, mais ce n'est pas extrêmement cher. Alors là, j'ai une deuxième question. J'en ai deux. Donc, effectivement, une entreprise estonienne est-elle crédible vis-à-vis des sociétés françaises, par exemple? Alors ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant puisque j'ai d'abord eu une entreprise à Hong Kong. Alors, une entreprise à Hong Kong vis-à-vis des sociétés européennes et françaises, ça, je vous rassure, c'est d'une complexité pas croyable. Les gens ne comprennent pas, surtout quand vous êtes français et que vous avez une entreprise à Hong Kong. Et de suite, ils vous traitent de fraudeur fiscal. Après, j'ai eu une entreprise en Angleterre, au Royaume-Uni. Là aussi, j'avais des questions, des suspicions de la part de certains clients sur la fiscalité de l'entreprise. Alors que pour moi, créer des entreprises dans plusieurs pays, c'était un jeu. Déjà, j'avais envie de savoir comment créer des entreprises ailleurs qu'en France ou dans son pays. Donc, c'est pour ça que j'en ai créé partout. Mais aussi, ce que je souhaitais avoir, c'était la facilité d'administration. Pour l'Estonie, en fait, l'Estonie, on a un avantage, c'est que l'Estonie s'est vue aujourd'hui et sur la scène européenne comme un pays qui est très en avance. Donc, ça dépend aussi du discours commercial vis-à-vis du client quand il demande pourquoi l'Estonie. Moi, je travaille beaucoup quand même dans l'innovation et la transformation des entreprises et donc le discours est très facile pour moi. Je leur dis juste que
pour être performant dans mon métier, il fallait juste que je sois localisé dans un des pays les plus performants du monde dans les métiers de l'innovation et de la digitalisation. Donc, du coup, ça crédibilise très facilement l'Estonie. Et la crédibilité de l'Estonie, étant donné que l'Estonie a présidé le Parlement européen et que aussi c'est un pays d'Europe, j'ai jamais eu un problème avec les sociétés françaises et pourtant, je vous assure que travailler avec des banques, des laboratoires pharmaceutiques, des entreprises dans la sécurité et l'espace, et ça n'a jamais posé de problème. Donc, c'est assez facile à faire. Alors, j'ai une question en anglais. Oui, effectivement, j'ai une vie de digital nomade. Donc, pour la sécurité sociale, ben aujourd'hui, j'utilise des assurances d'expatriés. Ce n'est pas idéal et j'ai souvent discuté avec les résidences pour savoir quand, effectivement, la résidence allait proposer quelque chose en termes de sécurité sociale et de système social. Et il me semble que ça commence à être en cours et qu'il y a des travaux sur ce sujet-là. Pour le crédit immobilier, non, malheureusement, je pense que ça serait difficile d'obtenir un crédit immobilier. J'avoue ne pas avoir essayé. J'ai une question de Sylvain pour LHV. Donc, LHV, aujourd'hui, moi, je l'ai fait en 2016 et c'était tout à fait possible. Et j'ai beaucoup de collègues qui ont ouvert chez LHV sans avoir aucun problème avec un compte de e-résidence. Après, tous mes collègues sont passés par Xolo et je sais qu'ils avaient un partenariat particulier. Aujourd'hui, j'ai vu qu'ils avaient changé les partenariats. Donc, tout ça, ça reste quand même à vérifier. Alors, aujourd'hui, donc j'ai Issa qui me demande si c'est pas indiscret où se trouve ton domicile fiscal. Ben justement, je suis en train de déplacer mon domicile fiscal vers l'Estonie, puisque j'ai mon entreprise en Estonie et que je trouve que ce que fait le pays est génial et que je me trouve donc avoir le choix. Malheureusement, j'aurai peut-être plus droit aux choses fort sympathiques de la résidence bientôt, puisque mon but c'est de devenir peut-être résident permanent de l'Estonie. Donc, LHV TransferWise et Xolo, une bonne base pour commencer, nous dit Arnaud. Côté comptabilité, vous faites accompagner. En fait, Xolo, aujourd'hui, se charge de la comptabilité. Après, j'ai des notions, donc j'ai à peu près une idée de comment faire les choses dans le bon sens. J'ai très peu de frais et j'ai une comptabilité assez simple puisqu'il s'agit de la prestation de service. Combien cela coûte aujourd'hui de mémoire? Si je prends tout le paquet, je dois être autour d'une centaine d'euros par mois. Et donc, effectivement, donc en se versant un salaire depuis l'Estonie en France, as-tu pu obtenir un crédit immobilier? Alors, comme je disais tout à l'heure sur le crédit immobilier, malheureusement, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé et je connais malheureusement personne dans les résidents que je connais qui a essayé d'obtenir le crédit immobilier. J'ai Fod qui nous dit j'ai essayé de m'inscrire et alors, les MO sont élevés. Alors, je ne comprends pas tout. Fod, si tu peux nous dire les MO, ça m'aiderait. Comme ça, on pourra regarder. Moi, ce que je voulais partager aussi aujourd'hui avec la e-résidence, après, vous allez me dire, mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une chance. On a une chance. Nos entreprises ne sont pas bloquées. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la capacité de continuer à travailler, de continuer à exercer notre activité, du moins du côté opération. Et du coup, ah oui, d'accord, la taille des documents. La taille des documents, ben, effectivement, si tu prends des photos ID et CV, il faut réduire la résolution et ils ne prennent pas des choses qui sont très grosses en taille. Et souvent, même si on le fait depuis un smartphone, il faut réduire la résolution des photos, de la carte d'identité et du CV. Sinon, effectivement, ça ne passe pas. J'ai eu des collègues qui ont eu le même sujet. La photo directement depuis le smartphone, la résolution est trop élevée. Il faut baisser. Du coup, pour revenir à notre petit sujet que j'aurais aimé partager avec vous, moi, depuis qu'on se retrouve en situation de coronavirus, justement, je me suis dit, mais ok, j'ai déjà un métier qui me permet de travailler avec mes clients, mais aujourd'hui, mes clients, la transformation globale de l'entreprise, ce n'est pas leur premier sujet de préoccupation. Donc pour FOD, oui, le scan va marcher, mais pareil, il faudra réduire la résolution avec un outil de retouche photo, je pense. Sinon, ça ne passera pas. Du coup,
pour mon métier, je me suis dit, mais comment faire pour que, évidemment, je continue à avoir une activité. Donc, avant, ça serait bien si vous pouviez un peu réagir dans le chat. Vous, votre activité votre business de e-résident, par rapport au contexte, il a bougé, ça n'a pas changé, vous rencontrez des difficultés, ça s'est amélioré. Moi, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est que quand j'ai vu cette crise arriver, je me suis dit, mais j'ai quelque chose peut-être que je peux fournir. Effectivement, mon métier, mon business était en danger, on va dire. C'est-à-dire que les grosses transformations d'entreprise, la transformation digitale d'une entreprise, les projets d'innovation, les structures d'innovation, ce n'est pas les premières choses à quoi on pense quand on est dans une situation de crise comme le coronavirus. Mais visiblement, ce n'était pas une mauvaise idée. Donc, fin février, je me suis dit, mais en fait, il y a mon métier, et puis il y a ce que je sais faire, en fait, ce que je peux faire et ce que je peux peut-être apporter aux personnes qui sont aujourd'hui en situation de difficulté. Et pour ces personnes en difficulté, alors on ne va pas parler d'opportunités, sinon je vais me faire traiter d'opportuniste du coronavirus dans le chat, mais je me suis dit en travaillant tout le temps à distance avec les personnes, en travaillant avec les entreprises à distance, en me déplaçant moi-même beaucoup, le fait de me déplacer fait que je me retrouve dans des lieux où je ne connais pas nécessairement toujours du monde. Donc, je ne vais pas appeler ça du confinement parce qu'effectivement, je peux sortir et aller là où je veux, mais mon rythme de vie a peu évolué. Et je me suis dit, mais je peux transmettre ces choses-là aux gens, c'est-à-dire transformer leurs entreprises pour leur apprendre à mieux travailler à distance. Ce qui m'a permis, fin février, d'ajouter une marque à mon entreprise pour accompagner les entreprises dans le travail à distance. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, e-résidents, on a une chance unique de faire ça aujourd'hui. Donc, le taux d'imposition pour une société en Estonie, donc l'impôt sur les sociétés, ce que nous dit Jean-Pierre, aujourd'hui, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Par contre, si on se verse un salaire, il y a une imposition du salaire dans le pays où on a la résidence fiscale. Et si on se rémunère via des dividendes, il y a possibilité donc il y a une imposition salariale et qui est une imposition sur les dividendes qui est rééquilibrée derrière en fonction du pays dans lequel on réside pour être conforme à l'impôt sur les dividendes. Donc en France, par exemple, c'est 20% qui sont imposés en Estonie sur les dividendes, 5% qui sont imposés par la France si on se verse des dividendes et qu'on habite en France. Donc, est-ce qu'il est possible d'investir en bourse avec une société de e-résidents comme une simple structure comme une OU? Alors, en bourse, en FIAC, donc en monnaie réelle, je n'ai pas de retour. Par contre, je sais que j'ai pas mal de collègues qui ont investi dans les crypto-monnaies et effectivement, ils ont eu un accord d'une part de leur service provider qui était Xolo et une confirmation que c'était possible. Et de même, ils ont eu un accord, et pourtant ils sont chez LHV en Estonie, qui est quand même assez strict sur les conditions. Ils ont eu un accord de LHV pour de l'investissement dans les crypto-monnaies. Donc, je pense que si c'est autorisé dans la crypto-monnaie, ça doit être autorisé aussi dans le domaine des FIAC et dans le domaine des investissements boursiers. Ensuite, donc ce que je voulais dire pour revenir à mon sujet, c'est aujourd'hui, on a une opportunité, à mon avis, de transmettre quelque chose en tant que e-résident. On a tous vécu des expériences qui permettent d'en faire profiter les gens dans le contexte. Alors, pour investir dans l'immobilier, 0% d'impôt, oula, ben voilà, ça, on a la réponse de Damien. Donc, ah non, c'est une question. Bénéficie-t-on de 0% d'impôt? Très honnêtement, Damien, je n'ai pas vraiment la réponse. Par contre, sur ces questions-là, moi j'ai une belle expérience, c'est-à-dire, moi j'ai Xolo comme service provider, mais OneOffice et j'ai une bonne expérience aussi pour une autre société que j'ai créée en Estonie. Les services providers sont quand même assez compétents et précis pour répondre. Après, évidemment, on a discuté avec Mats tout à l'heure, ça serait intéressant d'ajouter dans notre portail, aujourd'hui estonien, des conseils, des experts sur la fiscalité française en particulier.
Alors, j'ai d'autres questions. Donc, pour les notes de frais, est-ce qu'il est possible de faire des notes de frais pour les voyages, leasing de voitures et restaurants? Alors, les voyages et les restaurants, dans la limite du raisonnable, hein, quand même. L'Estonie est relativement stricte avec ça, oui, bien sûr. Le leasing de voitures, à ma connaissance, c'est pas quelque chose de possible parce que je crois que la construction de la résidence à la base était pour des gens qui se déplaçaient et la notion du fameux location independent business. Donc, il me semble que le leasing de voitures, justement, c'est pas particulièrement possible. Alors, créer une holding en e-résident, est-ce possible afin de rassembler la gestion de plusieurs entreprises? Oui, c'est possible. Ça, je me suis déjà renseigné parce que, effectivement, moi, je commence à avoir plusieurs entreprises en Estonie qui sont indépendantes et j'aurais bien aimé les regrouper parce que elles ont des liens entre elles. C'est possible. Par contre, en termes de service provider, il faudra des service providers qui étudient des solutions sur mesure. Mais à ma connaissance, il y en a qui proposent ça aujourd'hui. Donc, on a encore des questions-réponses. Donc, alors, Isabelle, bravo. Alors, résidente au Vietnam, société à Hong Kong et e-résidente aujourd'hui. Dois-je créer ou transférer ma société vers l'Estonie? Alors là, je peux parler que de mon expérience personnelle, hein. Aujourd'hui, la situation à Hong Kong, c'est pas la plus simple. Évidemment, la fiscalité en Estonie, à ma connaissance, ça reste moins avantageux qu'à Hong Kong. Moi, ce que j'ai aimé sur l'Estonie, c'est la simplicité de la gestion. C'est très simple de gérer aujourd'hui une société en Estonie. Tous les services sont digitaux. On n'a pas de courrier, on n'a pas de courrier scanné. La plupart, une grande partie des documents sont traduits de toute façon en anglais. Donc, la quasi-intégralité se passe en anglais et je trouve que justement sur ces sujets-là, c'est avantageux. Après, c'est un ressenti personnel, hein. Voilà. Ensuite, donc, Monsieur Anonyme, les sociétés, donc General Manager. Alors, des notes de frais pour les voyages, voilà, c'est la question que j'ai répondu tout à l'heure. Les notes de frais pour les voyages, leasing, voiture et restaurant. Alors, les notes de frais pour les voyages, oui, évidemment. Le leasing de la voiture, c'est le seul où vraiment je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Donc, voilà. Xolo et LHV sont deux credit institutions. Pourquoi utilises-tu les deux? Alors, tout simplement parce qu'en 2016, Xolo était un service provider pour l'incorporation des entreprises et permettait aussi de la gestion de l'entreprise au sens d'un cabinet comptable. Par contre, Xolo en 2016 n'offrait pas de service bancaire. En fait, c'était uniquement un service de gestion d'entreprise et donc ils avaient un partenariat avec LHV quand j'ai commencé à ouvrir mon entreprise. Maintenant, récemment, à ma connaissance, Xolo a conclu un partenariat avec donc une société allemande qui est Wirecpay et donc Wirecard. Et donc, aujourd'hui, c'est possible d'en utiliser qu'un seul. Mais moi, historiquement, j'avais les deux, donc c'est pour ça que j'ai continué à utiliser les deux. Peut-on avoir l'établissement permanent en Estonie et vivre en France? Par exemple, pour une entreprise, blog, comparateur en ligne. Alors, oui, bien sûr. Alors, l'établissement en Estonie, oui. Maintenant, aujourd'hui, quand on crée une entreprise, par défaut, elle est créée avec une résidence estonienne. Maintenant, je dirais que chaque pays est libre de décider que la société a son activité et ses intérêts économiques sur notre territoire et de demander le rapatriement fiscal de l'entreprise. Par contre, quand on parle de blog, comparateur en ligne, revue de presse, services en ligne, c'est des services aujourd'hui qui ne sont pas particulièrement localisés. Donc, il n'y a pas de raison particulière, à mon sens, de ne pas pouvoir le faire, de ne pas pouvoir créer l'entreprise. Et je pense que ça fonctionne très bien aujourd'hui dans la mesure où peut-être l'intégralité des clients ne soit pas français. Effectivement, si on travaille intégralement pour des clients français et aucun client à l'international, forcément, les services fiscaux français peuvent à ce moment-là
demander le rapatriement de l'entreprise. Du chiffre d'affaires. Alors, Florian qui me dit, tu génères du chiffre d'affaires sur Xolo, comment déclares-tu tes dividendes sur un lieu de résidence? Tout simplement, on est en Europe, hein, donc dans la déclaration fiscale, il suffit de déclarer des revenus étrangers. Donc, j'ai déjà eu des entreprises à l'étranger et en étant résident en France, il suffit de déclarer les revenus étrangers, comme les comptes bancaires à l'étranger, dans la déclaration fiscale du pays. Ce qui fait que donc on a un taux d'imposition sur les dividendes. Il me semble que c'est 20 plus 5, donc 20 sont imposés par l'Estonie et 5 en complément par la France. J'ai une question sur Xolo qui offre une comptabilité mensuelle avec déclaration de TVA. Est-ce que j'ai envisagé de faire appel à des comptables indépendants? En réalité, non. J'ai jamais envisagé puisque aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai une comptabilité qui est assez simple. J'ai quelques notions de comptabilité. J'ai essentiellement des factures clients, quelques achats de matériel essentiellement informatique et après des frais de voyage professionnel. Donc aujourd'hui, j'ai quelques lignes dans ma comptabilité. Je n'ai pas besoin de faire appel à des comptables indépendants et ma relation avec Xolo aujourd'hui, ça a toujours été franchement vraiment top. C'est-à-dire qu'ils répondent vite, les réponses sont précises, ils sont compétents et ce sont des experts comptables. Donc, je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir des comptables indépendants. Isabelle qui nous demande, PayPal est-il possible pour les règlements si la société est en Estonie ou existe-t-il un autre moyen? Alors, ça a l'air compliqué. Hein, si vous allez dans les communautés d'e-résidents aujourd'hui sur Telegram ou sur Facebook, PayPal, oui, on y arrive. Mais ce n'est pas si simple. Enfin, il y a beaucoup de discussions qui sont autour de PayPal et ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à mettre en place PayPal, mais j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire sur l'acceptation de PayPal en fonction du pays de résidence, de la société, de là où se situe le compte en banque. J'ai Jean-Pierre qui nous demande quels sont les… Alors, d'abord Thomas. Qui nous dit que la notion d'établissement stable aujourd'hui pouvait fiscaliser l'entreprise en France au seul motif que le gérant réside en France. Qu'en est-il de la réalité? Alors, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Vous savez, c'est comme la résidence fiscale française sur la base du nombre de jours. Ce n'est pas le nombre de jours qui établit la résidence fiscale française, c'est le centre d'intérêt économique. Et c'est pareil pour… un établissement en France. Évidemment, si vous ouvrez un bureau au nom de l'entreprise en France, si vous avez un bureau fixe en France, là, oui, la France est en droit de demander le rapatriement de l'entreprise. Si par contre, l'entreprise n'a pas de bureau en tant que tel, comme par exemple mon métier qui est un métier de consultant, où soit je me déplace chez un client, soit je fais les choses à distance depuis des lieux un peu partout en Europe. Dans ce cas-là, et mes clients sont à l'international, je me déplace aussi à l'international, j'ai pas de… Enfin, c'est même les services fiscaux français qui m'ont dit que je n'avais pas mes intérêts économiques en France. Très honnêtement, les services des impôts en France… on a tendance à pas le croire, mais ce sont des gens assez sympathiques quand on les appelle et ils sont plutôt prêts à aider. Moi, ce que j'ai fait effectivement parce que je souhaitais être en règle avec les services fiscaux du pays, j'ai appelé et franchement, ils étaient hyper sympathiques et ils m'ont répondu, les questions étaient précises et ça s'est plutôt bien passé. Jean-Pierre qui nous demande les coûts annuels ou mensuels. En fait, les coûts mensuels, c'est de l'ordre de 100 € par mois pour la gestion de mon entreprise et je n'ai pas de coûts supplémentaires. J'ai Damien qui me demande comment est-ce que je gère ma comptabilité au niveau de la TVA. Moi, je facture que du service, je n'ai pas de biens manufacturés. Il y a une directive européenne pour la facturation de services qui stipule qu'on facture donc hors TVA. Il y a un petit texte à mettre avec le numéro de l'article pour la notion de TVA à l'intérieur de l'Europe. Et donc, je facture aujourd'hui mes services hors TVA. Donc, ça, je m'étais quand même pas mal renseigné quand j'avais déjà mon entreprise au Royaume-Uni et ça m'a été reconfirmé effectivement par Xolo quand je leur ai demandé comment effectuer les factures.
dans des pays de l'Union européenne. Donc, je vois que j'ai plus de questions, mais moi, j'en ai une en fait, quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on échange aujourd'hui. C'est dans ce contexte, qu'est-ce que vous avez fait de nouveau en fait? En tant que e-résident, qu'est-ce qui a changé dans votre activité ou qu'est-ce que vous avez décidé d'entreprendre par rapport au contexte qu'on vit aujourd'hui? Par exemple, moi, je vous disais, bah, j'ai essayé d'utiliser mon expérience de digital nomade, en fait, de voyageur et du travail à distance en dehors du contexte de contraintes qu'on vit aujourd'hui pour permettre aux entreprises de mieux fonctionner à distance. Mais de votre côté, votre expérience, à vous, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie? On a discuté pas mal avec donc, les équipes de la e-résidence pour savoir effectivement quel était le statut des e-résidents aujourd'hui, puisque si je prends la France par exemple, la France a annoncé des mesures pour supporter les entreprises, pour les aider. On sait qu'elles se trouvent en difficulté. Mais les e-résidents, nous, on n'est pas résident vraiment en Estonie et on a notre entreprise en Estonie. Donc, on ne bénéficie pas nécessairement des mesures françaises. Et en termes d'activité, moi, ce qui m'intéresse beaucoup hein, parmi les gens qui sont là, qu'est-ce que vous avez pu construire, quoi. Donc, j'ai Issa qui me demande en termes de numéro de téléphone portable, comment je gère mes mouvements. Bah, j'ai quand même la chance d'inviter en France, donc il n'y a plus de roaming en Europe en termes de numéros. Alors parfois, c'est difficile de faire comprendre aux clients qu'ils ne payent pas plus quand ils appellent un numéro français, bien qu'ils soient dans un autre pays d'Europe. Donc pour l'Europe, c'est facile, on n'a pas de roaming. Après, j'ai une certaine quantité de cartes prépayées avec un certain nombre de téléphones aussi. Euh, Parce que oui, c'est important d'avoir plusieurs numéros. Et ça, c'est pas toujours quelque chose qui est facile à gérer. J'ai eu longtemps des numéros Skype. Et puis aussi, aujourd'hui, je sais qu'il y a une application qui s'appelle On-Off, qui a été développée par un Français résident aujourd'hui estonien, qui permet d'avoir une application avec plusieurs numéros sur son téléphone. Euh, Gilles me demande à combien est la flat tax. Alors la flat tax, les impôts sur les sociétés, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, en Estonie, l'impôt sur la société, c'est zéro, puisque le principe qui est derrière la e-résidence, c'est de dire que faire grandir économiquement un pays, faire grandir économiquement une communauté, c'est d'abord permettre à ces entreprises de grandir. C'est pour ça que les entreprises ne sont pas imposées dans la mesure où effectivement on ne retire pas l'argent de l'entreprise. Après, les taux d'imposition, ben, en fonction du salaire, le salaire, c'est le salaire du pays où on est résident. Les dividendes, c'est 20% plus équilibrage avec le pays où on est résident. Donc, en termes d'impôt, au final, je pense que si on cherche de l'optimisation fiscale, la e-résidence, c'est pas un contexte des plus favorables, c'est pas du tout un contexte de paradis fiscal. On paie les mêmes impôts qu'au final que si on était en France en termes d'impôts sur le revenu du mois. En termes d'impôts sur les sociétés, il y a un avantage puisque c'est un pays qui vise à permettre le développement de ces entreprises et le développement de l'entrepreneuriat. Isabelle me dit, si je reviens sur PayPal, si on ne peut pas l'utiliser, se faire régler, mes clients sont partout dans le monde. Mais en réalité, Isabelle, je connais beaucoup de résidents qui ont réussi à implémenter PayPal. Hein, ça fonctionne pas mal. Donc, je suis sûr que c'est possible de le mettre en œuvre. Il y en a quelques-uns qui ont eu des difficultés, peut-être liées à leur établissement bancaire, mais ça se résout PayPal. Donc, j'ai aussi une autre question sur les numéros. Ben, on-off, oui, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu as Chris qui a développé on-off. Pourquoi pas? C'est quelque chose qui fonctionne pas mal. J'ai pu le tester. Après, il faut faire attention à on-off parce qu'aujourd'hui, ben, il est malheureusement, beaucoup, même si c'est une super solution, il est beaucoup utilisé aujourd'hui pour des numéros d'arnaque, etc. Et il y a certaines entreprises qui ont commencé à bloquer des listes on-off. Donc, ce n'est pas la faute d'on-off, c'est plutôt la façon dont les gens l'ont utilisé, comme toujours, qui fait qu'aujourd'hui, il est parfois un peu bloqué. Donc,
Alors, un entrepreneur vivant en France ayant sa résidence fiscale personnelle en France et l'établissement stable dans son entreprise en Estonie. Oui, alors moi j'en connais un. J'en connais même plusieurs, hein, puisque vous avez compris, si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis quand même un grand fan de la e-résidence et j'adore ce que ce pays a fabriqué pour nous. Et moi, je connais pas mal de personnes. Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a des gens qui ont laissé l'établissement, donc ils ont l'établissement en Estonie. Ils sont résidents fiscaux français. Donc, si vous souhaitez vous verser en salaire, ben, il faut déclarer l'entreprise estonienne au sein de l'URSSAF du Bas-Rhin, qui a quelque chose qui s'appelle le titre des firmes étrangères, qui est destiné aux sociétés sans établissement fixe en France, et auquel cas, votre salaire est soumis au régime salarial français. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait. Pourquoi? Parce que ça leur permet en fait de bénéficier de la sécurité sociale, des cotisations retraite et des cotisations chômage d'un citoyen français. Donc, c'est tout à fait possible. Après, je sais qu'à un moment donné, si vous avez un bureau fixe lié à votre société, en France, ça doit être la même chose. J'ai des amis allemands. Je sais qu'en Allemagne, ce n'est pas possible. L'Allemagne rapatrie immédiatement la société en Allemagne. Et je pense qu'en France, la législation est assez similaire et doit probablement proposer la même chose, c'est-à-dire le rapatriement dans l'entreprise dans la mesure où on a un établissement fixe. Mais là, ce n'est pas particulièrement lié à l'Estonie, hein, c'est lié à toute création d'une entreprise à l'étranger, dans la mesure où elle a un établissement fixe dans un autre pays. À ce moment-là, si l'activité est essentiellement en France, l'entreprise sera rapatriée en France. Ah, c'est une bonne question. Est-ce que l'Estonie est agréable à vivre? Alors là, il faudrait demander aussi à Mats. Je pense qu'il va pouvoir intervenir. Je pense qu'il faudrait poser en fait cette question en anglais. So Mats, we have a question. Yeah? Is it great to live in Estonia? Ça va, not too bad. Yeah, I just moved from China, so I'm not complaining at the moment. But it's a bit cold in the winter, so that's why we have e-residency, that people can also be outside Estonia. They're welcome here, but they don't have to be here all the time. Thank you, Matt. Donc ça, c'était la réponse de Matt. Alors moi, pour aller souvent en Estonie, effectivement, j'adore l'Estonie. Je suis allé en hiver, j'y suis allé en été. Je trouve que c'est un pays qui est hyper sympa. J'ai des collègues estoniens qui me disent pas la même chose. Ils me disent, mais on s'ennuie parce que c'est petit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que la ville est sympathique, les gens sont pas énervés, il n'y a pas d'embouteillage. Je suis souvent aussi, par exemple, à Paris ou à Bruxelles, où la ville est embouteillée, les gens s'énervent. Et je trouve que l'Estonie, c'est un pays qui est assez agréable dans la mesure où on peut continuer à voyager. Vous savez, c'est comme j'ai des amis tahitiens, ils me disent Tahiti, c'est la prison. Moi, si je vais les voir à Tahiti, je trouve que c'est génial. Tous les pays sont sympas. Après, la question, c'est est-ce qu'ils restent sympas et est-ce que c'est bien dans la durée? Donc, j'ai une question de Florian aussi. Alors, j'ai une question de Jean-Pierre qui me dit Stripe est-il opérationnel en Estonie? C'est une super question. Et en fait, je vais expérimenter dans pas longtemps. Mais je crois que pour répondre aux questions des moyens de paiement, sur le canal Telegram des résidents que vous pouvez rejoindre, vous avez Yann Wagner qui est spécialiste de tous les moyens de paiement parce qu'il a beaucoup de sociétés de logiciels et en termes de moyens de paiement en ligne disponibles en Estonie, il est super expert sur ces domaines-là et sur ce qui est disponible aujourd'hui. Voilà, on a la réponse, donc c'est fait. Penses-tu que la même structure soit utilisable en passant de e-résident dans un premier temps à résident à plein temps en Estonie? Alors oui, la structure de l'entreprise, les structures des entreprises dont on dispose en Estonie sont des structures d'entreprises estoniennes. Qu'on soit e-résident ou résident, la structure d'entreprise demeure la même et on peut tout à fait l'utiliser. Comment peut-on rejoindre le chat Telegram? Alors, le chat Telegram des e-résidents, il a une adresse. Je ne la connais pas par cœur.
Je vais chercher ça. Sinon, peut-être que Mats ou Lina la connaissent. Mats, do you know the address of the Telegram official e-resident group? Maybe you can post it in the chat. You're on mute. Sorry, I will find out. I will find that out. I will. Yes, because there is an official address, but I don't know it by word. So, et donc, vous pourrez rejoindre le chat Telegram officiel de la communauté des résidents ou le groupe Facebook dans lequel vous pouvez poser des questions. Johan qui demande, est-ce possible d'être auto-entrepreneur en France et de se verser un salaire en facturant l'entreprise estonienne? Techniquement, c'est possible, mais je vais avoir du mal à répondre favorablement à une question dans ce genre-là parce que on est en train de friser les tentatives d'évasion fiscale en faisant ça et c'est pas le but du jeu. L'auto-entrepreneuriat en France et la facturation entreprise estonienne pour verser un salaire, c'est de la manipulation de flux fiscaux et flux financiers. Ça, c'est pas quelque chose que je pourrais recommander. Donc, le salaire du principal bénéficiaire peut-il être variable au fil des mois pour s'assurer que l'intégralité des rentrées versées sur ce compte de l'entreprise sont versées en salaire et non en dividende? Oui, la recommandation, aujourd'hui, il n'y a que des recommandations, il n'y a pas d'obligation. Donc, techniquement, le salaire peut être variable. La recommandation, si vous ne souhaitez pas avoir des contrôles des administrations fiscales, c'est que le salaire soit fixe. Aujourd'hui, en général, le conseil, c'est une mitigation, c'est-à-dire un salaire minimum qui correspond à la moyenne de l'activité et aux possibilités de l'entreprise et des dividendes qui, effectivement, en fonction des résultats de l'entreprise, que vous pouvez vous reverser en dividendes. Mais ça, c'est identique au fonctionnement de toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise a une capacité à verser des salaires, mais en fonction de la réussite, des bénéfices de l'entreprise, les compléments sont souvent utilisés en dividendes. Je vois qu'on a beaucoup de questions nouvelles et donc c'est très intéressant parce que je me dis parmi vous, est-ce qu'on a beaucoup de personnes aujourd'hui parmi les 40 participants qui ne sont pas encore e-résidents, souhaiteraient être e-résidents ou e-résidents et qui n'ont pas encore d'entreprise? Parce qu'en fonction des questions aujourd'hui que je vois dans les Q&A, je me dis tiens, il y a des gens qui sont en train de réfléchir. Et moi, j'ai quelque chose par rapport à ça et j'ai beaucoup de gens qui me posent les questions et je me dis, mais en fait, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ne le ferait-on pas? Plutôt que se poser la question, est-ce que je devrais être e-résident? Est-ce que j'ai un avantage? Et moi, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il y a comme bonne raison de ne pas l'être? Parce que très honnêtement, quand j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Le jour où j'ai décidé d'être e-résident, la première chose, quand j'ai lu un article de Wired sur la e-résidence, en fait, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible qu'un truc pareil, ça existe. C'est juste génial, ce truc-là. C'est extraordinaire. Ça peut pas exister en vrai. Et j'étais tellement curieux que 10 minutes après, j'étais sur le portail de la e-résidence en train de demander ma carte. Et dès que j'ai eu ma carte, j'ai dit, mais bon, on peut pas créer une entreprise en 5 minutes. Et en fait, si, on peut créer une entreprise en 5 minutes. Alors, pour Sylvain, bon, on peut attendre la fin du confinement pour commander la carte, mais on a discuté avec Mats tout à l'heure, il est possible aujourd'hui de commander les cartes. L'avantage de l'Estonie, c'est que le pays est digital, donc on peut commander la carte, et puis, comme il le disait, on bénéficie aujourd'hui d'un délai supplémentaire pour aller récupérer la carte dans les ambassades, si besoin. Donc, il est toujours possible aujourd'hui de commander une carte. Y a-t-il un provider qui fournit des SIM téléphones portables estoniennes pour un e-résident? Oui, ça je l'ai vu. Oui, c'est possible en tant que e-résident d'avoir des SIM estoniennes. Après, je ne connais pas le nom du provider. Mais c'est possible. Je crois que pas tous les providers de téléphone le font, mais il y en a qui le font. Il y a des e-résidents qui ont des SIM estoniennes sans problème.
Alors, que se passe-t-il si l'entreprise est déficitaire? En réalité, si l'entreprise est déficitaire, ben, la mienne, elles n'ont jamais été déficitaires, donc je ne peux pas vous le dire. Euh, je n'ai pas la réponse à ça, donc peut-être poser la question en anglais ou poser ou poser la question à Mats, peut-être. So Mats, we have a question. What happens is a company if the company is in minus? Because I don't have the answer. Didn't happen to me. Yeah, so our government is working on some measures. We don't know, even the Estonian companies don't know exactly what will work out. But once we have very clear measures, we will do a communication about it and we'll send it to the residents as well. What we do know now is that if there are people who employ in their Estonian company, they employ people in Estonia, then these people would be liable for like a salary, like a state paid salary for a certain time. But the other measures, we don't yet know how they work, how they apply, and also Estonian companies don't yet know. Once we know, we'll let everyone know. Thank you. Thank you very much. Donc, une autre question de Philippe. L'assurance maladie, les cotisations retraite de base. Dans quel pays cotiser et comment? Alors ça, j'ai cherché longtemps aussi parce que je me suis dit, oula, mais il manque quelque chose dans cette histoire. Je peux faire mon entreprise, mais comment est-ce que je vais gérer mon assurance maladie et mes cotisations de retraite? Alors, je sais qu'il y a des travaux qui sont menés au sein du gouvernement estonien dans ce sens-là. En attendant, moi, aujourd'hui, je suis allé chercher effectivement au sein des communautés de digital nomads notamment, quels étaient les systèmes d'assurance maladie dont on pouvait bénéficier et dans quel pays. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est toutes les assurances maladies qui sont destinées aux expatriés. Il y a Allianz Worldcare qui fait ça. Il y a de nombreuses autres sociétés qui font ça. Honnêtement, en termes de sécurité sociale mutuelle, on arrive à des tarifs qui sont à peu près équivalents et en couverture aussi à ce qu'on obtient en France. Ouais, Allianz Worldcare et ça a une assurance spéciale pour les expatriés voyageurs, donc qui fait l'équivalent d'aujourd'hui de mutuelle et sécurité sociale, mais il y a beaucoup d'autres sociétés qui font ça aussi. Jérôme qui nous demande s'il y a des structures de développement de sites web en Estonie. Des tonnes, des dizaines, peut-être même des centaines. Aujourd'hui, les providers de services, il y en a beaucoup. Et il y en a donc pardon, sur le portail, aujourd'hui, sur le portail de l'Estonie, les service providers, et aujourd'hui, ça va être étendu en termes de communauté. Et puis, si vous cherchez ailleurs dans les entreprises, vous trouverez aussi dans Startup Estonia, qui est notre site internet, des solutions et des gens qui proposent ces services. Donc la bonne initiative aujourd'hui, c'est le marketplace de la e-résidence qui va accueillir petit à petit des entreprises qui fournissent des services. Parce qu'effectivement, moi, la première chose que j'ai cherché quand je suis arrivé en tant que e-résident dans cette communauté, c'est mais en réalité, ils sont où les résidents? Ils font quoi? Parce que j'avais envie de travailler avec la communauté de e-résidents. Je me suis dit, mais où est-ce qu'ils sont? Où est-ce que je peux les trouver? Comment je peux collaborer avec eux? J'ai cherché longtemps. Puis après, j'ai trouvé, bon, il y a quand même le groupe Facebook où il y a énormément de e-résidents qui sont actifs. Il y a le channel sur Telegram où il y a des e-résidents qui échangent. Il y a l'association Erika aujourd'hui qui a été montée par des e-résidents qui est destinée à rassembler aujourd'hui les communautés de e-résidents pour les partenariats. Et donc, il y a la marketplace de la e-résidence qui est en train de grandir et de s'étendre avec des fournisseurs de services pour les e-résidents. Ah oui, provider égale fournisseur, c'est ça. Service provider, service fournisseur. Donc, aujourd'hui, effectivement, moi, ce que j'aimerais, et c'est pour ça que je trouve l'initiative aujourd'hui extrêmement intéressante en réalité, c'est qu'il y ait encore plus de synergie entre les résidents.
Donc aujourd'hui, je trouve que c'est super qu'on a réussi à se réunir entre e-résidents francophones. Je sais qu'il y a des initiatives souvent. Il y a eu l'anniversaire de l'e-résidence qui était récemment cette année, qui a permis de rassembler les e-résidents. Et la communauté aujourd'hui, elle représente énormément de métiers, de personnes, de gens divers qui travaillent, qui sont aux quatre coins du monde. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Et on trouve en fait presque tous les métiers. C'est, imaginez, je ne sais pas si vous connaissez Fiverr, par exemple, comme plateforme de freelance. Et ben, en fait, j'ai envie de dire que la e-résidence, c'est presque mieux que ça. Parce que, en plus de ça, on a des gens qui partagent certaines valeurs, qui ont choisi d'aller vers la e-résidence pour ces choses-là. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez unique et extraordinaire. Donc, est-ce que vous avez encore des questions? Parce que moi, mon histoire, je l'ai presque terminée. Sauf que je n'ai toujours pas eu ma réponse. Dans ce nouveau contexte spécial de confinement, est-ce que ça vous a amené à créer de nouvelles choses et à construire de nouvelles choses au sein de la communauté? Ou alors, est-ce que vous avez participé, par exemple, à Hack the Crisis, donc qui a été le hackathon qui a été organisé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Estonie. Est-ce que vous avez eu l'occasion de contribuer, participer à ces choses-là ou de créer de nouvelles initiatives? Alors, j'ai plein de questions. Donc, Oussem qui me dit comment se gère la comptabilité, y a-t-il des conditions dans les déclarations et dans les charges? Je dois dire que c'est en fait assez strict la comptabilité, c'est très très simple. Donc, pour déclarer les charges, je le sais pour avoir pas mal de collègues français, là, en France, on est quand même habitué à essayer de mettre le maximum de frais. Tout simplement, en Estonie, ça ne passera pas. Hein. C'est un pays qui est strict sur la bonne tenue des comptes et sur la bonne utilisation de la société. On n'est pas comme au Royaume-Uni où l'abus de biens sociaux n'existe pas. En Estonie, on peut déclarer des charges dans la mesure où ce sont des charges professionnelles, avérées et prouvées. Par contre, c'est super facile, il suffit d'une copie digitale de la facture, donc le processus est extrêmement simple et extrêmement rapide. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit, existe-t-il une liste pour savoir comment les pays acceptent les sociétés de e-résidence, nous demande Florian. Alors, je ne sais pas s'il y a une liste. C'est encore une question pour Mats. Mats, another question for you. I mean, Is there an official list? It's an EU company, so I mean, the only question you have with a company is whether you can pay taxes in your own country or in Estonia. I mean, that's the question, but there isn't such a list. I mean, yeah, I guess for French companies there isn't either. Yeah. Yeah. En fait, moi, j'ai jamais eu vraiment de problème pour travailler avec un client en étant e-résident. C'est-à-dire qu'une société en Estonie, le gros avantage, effectivement, ce que disait Mats, c'est que c'est d'abord une société européenne. C'est une société européenne en termes de crédibilité pour les clients européens, c'est considérable. Moi, je pense même qu'aujourd'hui, avoir une société en Estonie, dans certains domaines, quand on va parler d'innovation, quand on va parler de start-up, quand on va parler de changement, quand on va parler de digitalisation, c'est un avantage. C'est un avantage qui est très facile à défendre vis-à-vis d'un client. Ah, alors, Fod, bah là, la question, another one for Matt. So I think if people need help to register or to apply for e-residencies, they can contact support, yeah? Absolutely, they can write to our support, and just the only issue currently is that sometimes people are not able to pick up the cards, but otherwise the process is working normally. Yeah. But anyone can write to our support on any question, any issue they have. Yeah, thank you. Donc, alors, est-il possible d'avoir la référence précise sur la TVA non nécessaire pour les services?
Oui, alors là, je pense qu'en demandant n'importe quel service provider en Estonie, donc OneOffice, Xolo et tous les autres, ils vous donneront immédiatement l'article de la communauté européenne pour avoir accès à ça. Isabelle, la banque accessible de façon simplifiée. Alors, je sais que je vois souvent des articles comme quoi le banking en Estonie, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas compliqué du tout en réalité, étant donné qu'en plus, la réglementation a été assouplie pour les e-résidents, c'est-à-dire qu'une société e-résidente peut utiliser n'importe quelle banque européenne aujourd'hui avec son entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est quand même hyper facilité. Même quand on dit que LHV est compliqué, j'ai jamais eu de problème avec LHV. Ils fonctionnent très bien, ils sont très disponibles et ça s'est très bien passé et très rapidement. Mon expérience et l'expérience de mes collègues, des personnes que je connais en tant que résident, ça s'est toujours très bien passé avec la banque. Évidemment, le plus simple, si on n'est pas averse au fintech, TransferWise, c'est simple, ça prend quelques minutes et c'est fini, c'est validé. Mais aujourd'hui, toute institution européenne, bancaire européenne est compatible avec la e-résidence. Donc, ça doit être assez facile. Donc, il y a Arnaud qui nous abandonne, qui est en phase de réflexion sur l'entreprise et les services mettre en place dans les mois à venir. Mais Arnaud, j'espère que tu rejoindras la communauté de e-résidents. Franchement, moi, j'ai adoré l'expérience. Si vous avez encore des questions, oui. Déplacer sa société en Estonie permet-elle d'obtenir un numéro, une VAT, donc je suppose un numéro de TVA intracommunautaire? Oui, quand on est en Estonie, donc il suffit de faire la demande pour avoir un numéro de TVA et on obtient un numéro de TVA estonien et donc intracommunautaire aussi. La meilleure entité de correspondant pour créer une société en Estonie, Xolo ou autre outil? Alors, c'est intéressant parce que j'ai commencé évidemment chez Xolo, moi, en étant grand fan de Xolo. Mais Xolo, ça correspond à un certain contexte d'entreprise. Par exemple, si vous êtes solopreneur, c'est top. Si vous avez un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million, c'est top. Il y en a d'autres qui vous permettront d'avoir des structures avec des cofondateurs de l'entreprise, avec plusieurs partenaires de l'entreprise. Et en fonction de effectivement la structure qu'on va vouloir construire, on va avoir d'autres partenaires. Donc Jean-Pierre, après, est-on obligé de passer par une entité? Non, on n'est pas obligé. Et en plus, très honnêtement, c'est assez facile. Moi, la première fois que je suis arrivé sur le portail des services estoniens de l'État, j'avais l'impression d'être devant un jeu vidéo où on appuie sur les boutons en créant des sociétés, en allant voir des choses. C'est un truc dont on rêverait en France, où on a 10 000 portail pour 10 000 services, les impôts, c'est pas le même, le login. En Estonie, on arrive sur le portail et on a la console et il n'y a plus qu'à appuyer sur les boutons. Non, c'est facile de créer la société directement avec l'administration estonienne. Maintenant, l'avantage que j'ai trouvé moi dans un service provider, c'est que si on a des questions, il y a quelqu'un pour nous aider. Si aujourd'hui, je pense que personne n'est expert en droit estonien, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment piloter sa société, gérer la comptabilité. Et j'ai trouvé que les faibles sommes d'argent qui étaient demandées en regard du service fourni, ça valait largement le coup, enfin, dans mon cas pour moi, de passer par un service provider. Et donc, ça répond aussi peut-être à la question de Jérôme. Oui, c'est possible de faire seul. Mais à mon avis, il n'y a pas d'intérêt à ne pas passer par un service provider parce que l'apport, le gain pour le faible coût, il est énorme. Et on arrive à la fin du webinaire. So, Mats, we are reaching the end of the webinar. Maybe you want to wrap up? Sure. Yeah, I think I just add that there was one question about whether people can pay themselves salary or whether they should take out dividends. And I just want to add that there's no requirement, obviously, to pay yourself a salary, but most people only choose the dividend way. But they can. You obviously can pay yourself a director's fee and take money out that way as well. But yeah, merci beaucoup, Bertrand, pour une présentation très intéressante et merci tous pour votre participation active. Goodbye from me. See you next time.
So thank you everyone. Ouais, merci à tous aussi d'avoir participé et j'espère vous retrouver bientôt dans les communautés de e-résidents. Normalement, moi je suis partout. Donc si vous avez même des questions à me poser, vous pouvez y aller. Merci à tous et bonne journée et en toute sécurité. Ouais. Yeah, and we'll add to the follow-up email the Telegram address if it's there. Yeah, thanks.